Hello et bienvenue dans Amulette Podcast, saison 2. Je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Je suis la directrice artistique du groupe familial Upgrade qui est géré par les Djooms. Je suis coach en développement personnel autour de la créativité, du style, de l'image et je suis également formatrice. Bienvenue dans mon podcast, je suis hyper contente et honorée d'avoir ton attention pour les prochaines minutes. Amulette, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, la volonté, c'est de mettre en avant l'idée de la vulnérabilité, de l'authenticité et également de la liberté. Saison 2, on change un petit peu les choses, on se libère justement des cadres qu'on a pu mettre sur Amulette et on a des invités. Je suis hyper contente et j'ai tellement hâte de te faire écouter les super conversations intimes que j'ai eues avec des femmes et des hommes qui m'inspirent par leur courage, par leur vulnérabilité, par leur créativité. Et également, bien évidemment, toujours les monologues de Valérie qui te raconte sa life, également pour te donner le courage de raconter la tienne et d'aller en introspection dans ta vie et de te poser les questions et de ne pas avoir peur de toi-même en fait. Amulette Podcast, c'est ça, c'est thérapeutique pour moi, mais je pense aussi que ça l'est pour toi. Donc il y a une règle assez simple pour Amulette Podcast. Si l'épisode te touche, t'a remué, t'a fait réfléchir, alors ton devoir, le give back que tu dois me faire, c'est de le partager à 2 personnes autour de toi à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. Et bien évidemment, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux même m'envoyer un petit message si tu le souhaites. Et en attendant, tous les épisodes sont disponibles sur le site upgradepodcast.paris/amulette. Tu peux y retrouver tous les podcasts de notre maison de production Upgrade Podcast. Amulette sort tous les vendredis en français and in English. Merci infiniment pour ton attention et c'est parti pour Amulette Podcast. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie d'avoir ton attention pour les prochaines longues minutes qui vont suivre pour cette saison 2 d'Amulette Podcast. Comme je t'avais dit, cette saison, on va un peu plus en profondeur, un peu plus en intimité. Et comme on est un peu mouillé parfois, on se dit qu'on invite aussi des personnes pour le faire avec nous. Et aujourd'hui, je te présente Andrea Beaumont, qui est une coach en santé holistique, c'est ça Andrea, que je ne dise pas de bêtises, entrepreneuse et journaliste, qui habite à Montréal, maman de 2 enfants et qui a des choses incroyables à partager avec nous. Bienvenue Andrea, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Valérie, c'est un plaisir après ces longues années de se Ouais, reparler, de reconnecter, surtout sur ton podcast. c'est clair, merci, c'est vrai, ça fait très longtemps. J'ai l'impression que il s'est passé 50 vies, mais réellement, pas tant d'années que ça, mais beaucoup finalement quand même. Ouais, c'est ça. Tu t'es installée à Montréal il y a combien de temps? Ça fait 4 ans, ça D'accord. fait 4 ans, donc en 2016. Et donc là, ça fait ma 4e année qui s'achève à Montréal. D'accord, ok. Et est-ce que le temps à Montréal est plus sympa que celui à Paris? Parce que là, c'est... Bah, écoute, en fait, à Montréal, c'est un peu les extrêmes, dans le sens où l'hiver, c'est intense, mais c'est une expérience à vivre. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec l'hiver en Europe, en France ou ailleurs. C'est vraiment intense. C'est des moins 40 degrés, c'est de la neige partout. Oh, Voilà, il faut le vivre. Par contre, l'été, c'est génial. ouais. C'est génial. Il fait super chaud, il fait beau. Il y a une belle énergie et je trouve que c'est une ville qui a en fait le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire l'énergie de Paris avec le côté francophone, français, mais aussi la diversité et le multiculturalisme de Londres, par exemple. Ouais. Donc c'est vraiment un bon blend et d'ailleurs, c'est bilingue. Donc, tout le monde, on passe du français à l'anglais avec tout le monde. Donc, je trouve que c'est une ville qui a un bel équilibre des deux. Mais voilà, faut aimer l'hiver. Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, généralement, les conversations que j'ai avec mes invités par une question existentielle qui est: qui es-tu en ce moment, Andrea? Oh, wow! C'est une bonne question parce que c'est une question que je me pose à chaque cycle de ma vie. Actuellement, je suis une personne qui se définit comme une guérisseuse des corps et des âmes, guérisseuse moderne. Mais comme on dit souvent, la guérison commence par soi-même. Donc, en me guérissant, j'ai trouvé des outils et développé des techniques pour aider les autres dans leur propre cheminement. Et chaque étape de vie, en fait, c'est comme une leçon. Tu sais, c'est comme en classe où tu passes d'une classe à l'autre, tu es au CP, ensuite tu passes au CE1, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque
étape de ma vie, euh, j'apprends des nouvelles techniques, des nouveaux outils à travers les expériences que je vis, qui me permettent de graduer en fait à la prochaine étape où j'apprends de nouvelles choses, où j'enseigne de nouvelles choses. Donc, en ce moment, on se parle, je suis dans une nouvelle étape, une nouvelle transition où j'apprends de nouveaux outils avec les initiations de vie que j'ai vécues sur les derniers mois et semaines. Donc, c'est ça, je me définirais comme ça, en essence, guérisseuse qui évolue au fil de ses expériences. Ok, ouais. J'aime bien le terme guérisseuse. Je trouve que il y a un côté très magique et il y a un côté très vrai en fait, parce que je pense profondément qu'au fond de nous, on a tous ce côté guérisseur et guérisseuse parce qu'on a les réponses en nous-mêmes et donc on est capable en fait de trouver des solutions à des problématiques qui peuvent parfois nous sembler insurmontables, euh, mais qui le sont que si on croit qu'elles le sont, tu vois. Mais je suis ravie d'avoir une guérisseuse avec moi aujourd'hui, j'adore ça. Pour le coup, j'ai l'impression que toutes les femmes que j'ai interviewées jusqu'à présent, ce sont des guérisseuses à leur manière, tu vois, soit par le corps, soit par les mots, soit par les images. Et pour moi, c'est vraiment, tu vois, un des archétypes qui est très important, en fait. C'est ça, et comme tu dis, qu'on retrouve en tout le monde finalement. Ouais, Juste ouais. unlock ce truc-là, puis c'est Exact. là. Et du coup, toi, c'est via tes guérisons personnelles que tu t'es rendu compte que tu pouvais également apporter des solutions ou de la guérison à d'autres femmes? Oui, en fait, c'est ça. Mais au début, pendant qu'on le vit, on ne se rend pas compte que c'est quelque chose qui peut servir à d'autres personnes. Donc, c'est juste de sortir de sa propre misère. Et moi, j'étais dans une situation où j'étais dans un trou noir, où j'étais au fond. Vraiment, c'était, tu sais, je me sentais vraiment au bout de ma vie, où je me suis dit, j'en ai marre de me sentir comme ça. J'aimerais aller mieux. J'aimerais trouver le moyen d'aller mieux. Donc, c'était vraiment plus un moyen de survie. Ouais, Et en essayant de survivre, j'ai développé des outils qui m'ont aidé à sortir de mon trou noir. Et finalement, ces outils-là, c'est devenu un blueprint. Donc, c'est devenu quelque chose qui fonctionne et qu'ensuite, j'ai partagé avec d'autres personnes et qui ont également fonctionné. Et dans mon histoire personnelle, ma guérison du corps a été très liée à ma guérison de l'esprit, donc de mes émotions, de mon mental. Et finalement, il n'y a pas de distinction. Je ne fais pas de distinction entre la santé physique, émotionnelle, spirituelle. Je pense que tout est un. Et quand je guérissais de mes blessures intérieures, de mes traumas, en même temps, je guérissais de mes problèmes de santé ouais, qui étaient chroniques. Donc, je pense vraiment qu'il y a une connexion et en travaillant sur ces différents aspects, on peut retrouver un équilibre naturellement. complètement. Je suis absolument. En fait, pour moi, c'est une chose de le comprendre intellectuellement, tu vois, d'en avoir conscience et de dire, bah oui, en effet, il y a une connexion. Mais quand tu le vis, c'est là où, en fait, c'est un autre niveau, quoi. Tu passes dans une autre dimension. Et parfois, c'est difficile à expliquer pour des personnes qui n'y croient pas, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir cette intention, cette croyance de dire, OK, c'est possible. C'est comme si ça te permettait de voir la porte, quoi. Mais quand tu le vis, c'est quelque chose en fait. Qu'est-ce que ça t'a fait toi de te rendre compte finalement que oui, cette connexion, elle n'était pas juste dans ta tête, mais qu'elle dans ton corps, ça s'était aligné aussi et que ça fonctionnait. En fait, ça fait sens. Ça fait sens parce qu'il y a une sagesse intérieure qu'on a. On sait au fond de nous que ce qu'on vit n'est peut-être pas normal. Là, d'un point de vue, par exemple, de santé physique, on ressent des symptômes, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, mais parce qu'on n'a pas la validation peut-être d'un professionnel de la santé ou de quelqu'un qui nous dit oui, effectivement, il y a un problème, on doute de soi. Mais donc, moi, quand j'étais à l'écoute de moi-même, je savais que il y avait un problème, que je ne pouvais pas me sentir comme ça et que j'étais née pour me sentir comme ça. Et je savais aussi que d'un point de vue émotionnel, les dépressions que je vivais, l'anxiété, les troubles émotionnels que je pouvais avoir, les relations que je pouvais avoir n'étaient pas juste le fruit du hasard. Donc, je n'avais juste pas les outils, la connaissance aussi pour les connecter. C'est pour ça qu'on dit ben, le savoir, c'est vraiment le pouvoir une fois que j'ai commencé mon processus de guérison, ce n'est qu'après que j'ai commencé à me documenter en fait pour dire ok, ce qui vient de se passer là, c'est pas magique. Donc il y a forcément quelque chose qui fait que ça fonctionne. Et c'est en me documentant que j'ai beaucoup lu sur tout ce qui est mind-body connection, vraiment et la science aujourd'hui le prouve. Donc c'est même plus une question de croire en ça parce qu'aujourd'hui c'est prouvé
par la science que c'est connecté. Mais à l'époque, je n'avais pas ces outils, je n'avais pas cette connaissance, mais j'avais que mon intuition et ma sagesse intérieure qui me guidaient. Et ça m'a fait, j'ai eu un soulagement parce que je me suis dit, écoute, c'était pas dans ma tête. Je suis pas folle, tu sais, j'invente pas des choses, je suis pas condamnée à me sentir comme ça et je peux guérir en fait. Le savoir que tu peux guérir, ça change complètement tout. Ouais, c'est clair. Ton intuition dont tu parles, parce que ça va sûrement nous amener vers le sujet qu'on a sélectionné ensemble pour discuter, qui est un sujet tellement, oh my God, enfin, intense et tellement à la fois beau et à la fois douloureux parfois, surtout j'ai l'impression de nos communautés africaines, mais surtout dans d'autres communautés également. Ton intuition, comment est-ce qu'elle s'est développée? Comment est-ce que tu l'as sentie venir? Est-ce qu'elle a toujours été là? Est-ce que c'est une voix que tu entendais mais que tu éteignais? Comment ça s'est mis en place? Je pense que ce que tu as dit, c'est très, ça décrit vraiment le processus de confiance qu'on traverse, surtout les femmes, en fait, vis-à-vis de notre intuition. C'est-à-dire que on a l'intuition et ensuite on doute de son intuition, on shut down, on l'éteint parce qu'on doute de soi, ensuite ça revient. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne s'en va jamais. C'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose avec lequel on est. Donc l'intuition, c'est quelque chose qui est inné, qui a été inné chez moi. Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus intuitive que maintenant. Parce que quand on est enfant, on est pur, on n'a pas de conditionnement, on n'a pas de peur, on est vraiment pur dans notre essence d'être de lumière, comme j'aime le décrire. Puis au fil du temps, on, on accumule, on devient des éponges, on embrasse les peurs et les projections des autres et ça fait qu'on doute de son intuition. Donc moi, je peux dire que dans mon expérience de guérison, me reconnecter à mon intuition a été le GPS qui m'a permis de trouver les solutions à mes problèmes. C'est-à-dire, j'ai dit, OK, de toute façon, ben, les médecins, ils ne peuvent pas m'aider. À l'époque, je n'étais pas du tout familière avec tout ce qui est psychologue, etc. Ce n'était pas dans ma culture, je n'avais pas eu cette habitude, donc je n'avais pas les ressources pour ça. Et j'avais des amis qui étaient j'avais des amitiés qui étaient devenues toxiques, j'avais des relations qui étaient toxiques. Donc je me disais, ok, ben, j'ai que moi-même en fait pour me sortir de là. Ma famille comprenait pas ce qui m'arrivait parce que bon, c'est dans ma tête, c'est estime-toi heureuse parce qu'il y a des gens qui vivent des choses pires. Donc t'as pas vraiment le sentiment de trouver la guidance dont tu as besoin dans ton entourage. Eh bien, tu retournes à l'intérieur. Et quand je suis retournée à l'intérieur, je me suis dit, ok, Andrea, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que ta voix intérieure te dit, qu'est-ce que tu as envie de faire et j'avais envie de me sentir mieux. Mon intuition m'a dirigée vers des lieux physiques, même j'ai fait des voyages qui m'ont permis d'avoir les réponses à certains problèmes. Et au fur et à mesure, en fait, plus tu fais confiance en ton intuition, plus elle se renforce. C'est comme un muscle. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un exercice que j'essaye d'appliquer au quotidien. C'est d'écouter ma voix intérieure avant d'avoir les faits, avant d'avoir les preuves qui, en quelque sorte, justifient un choix que je vais faire. Je m'écoute moi-même. Et la plupart du temps, pour ne pas dire à 100% du temps, ben, l'intuition, elle a raison. Ouais, c'est ouf. Je valide totalement ce que tu dis. J'aime bien le fait que tu décrives ça comme un GPS, parce que pour des gens qui sont complètement coupés de leur intuition, en fait, comment est-ce que tu peux verbaliser de manière à ce qu'ils puissent comprendre, tu vois? Et donc le GPS, j'aime bien cette idée-là. Tu vois la voix qui dit tournez à droite. C'est C'est ça. tournez à droite, on vous dit depuis. Vous devez Ouais, tourner à gauche, tournez à droite, on vous a c'est dit. ça. Ok, d'accord. Et donc, du coup, est-ce que là, en fait, quand je suis venue vers toi, c'est parce que dans les sujets que je voulais aborder et qui sont du coup des sujets qui me touchent profondément et qui touchent en fait énormément de gens, je savais qu'il y avait une connexion à faire sur cette idée en fait de relation père-mère, père-fille, on va y arriver. Il y a d'autres relations à gérer, mais d'abord celle-ci père-fille qui peut être une relation à la fois merveilleuse et incroyable, ou alors quand elle est pas là, ou quand elle est toxique, ou quand elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, etc., etc., elle, euh, elle est importante dans la définition de nos rapports avec le monde extérieur et la plupart du temps avec le sexe opposé quand on est hétérosexuel et qu'on aime les hommes. Et donc on se retrouve dans des situations complexes parfois. Et tu as écrit un bouquin sur le sujet qui s'appelle Unbecoming Her. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce bouquin? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de pourquoi ce sujet? Et ouais, je suis curieuse. Ok. En fait, la relation de père-fille et la blessure du père, plus précisément, ça fait partie de mes propres guérisons. Donc, c'est un cheminement que j'ai entamé en 2016, justement, après plusieurs années de questionnement en me demandant mais qu'est-ce qui cloche chez moi, quoi? Pourquoi j'attire que des mecs comme ça, bizarres, c'est pas disponible, comment tu dis ça en français? Emotionally, yeah, Yeah, I know. emotionally unavailable. Donc, tout ça, me poser des questions, pourquoi il y avait ces patterns dans mes relations, dans ma vie en général, parce que, en fait, les répercussions que ça a, c'est amplifié dans les relations hommes-femmes, mais quand on regarde dans ces relations en général, il y a des patterns, comme le désir de toujours vouloir plaire aux autres, ou la peur de l'abandon qui fait qu'on reste dans des relations, même amicales, même des situations qui deviennent toxiques, mais parce qu'on a tellement un déficit de confiance en soi, qu'on tolère tout et parfois le pire. Et en fait, moi, c'était juste, j'étais au bout de ma vie, comme je te disais, et je ne comprenais pas. Je me dis, mais c'est quoi? Pourquoi je me sens aussi mal? Pourquoi je répète les mêmes cycles? Pourquoi? J'avais plein de pourquoi. Et je suis tombée sur en fait, c'est un livre qui a changé un peu ma vie, ma perspective, qui s'appelle The Fatherless Daughter Syndrome Project. Et, euh, et en fait, ça a été écrit par deux femmes qui sont également sans père, du moins qui ont perdu leur père ou qui ont vécu des situations difficiles, qui les ont amenées à écrire ce bouquin. L'une d'elles est psychologue et l'autre est plus dans la santé holistique comme moi. Puis elles ont vraiment rassemblé toutes les informations avec des données, donc vraiment scientifiques, avec les statistiques pour expliquer l'impact que ça avait, les différentes situations qui pouvaient mener à la perte du père, comment ça se manifestait dans la vie sentimentale. Et là, je me suis sentie comme vue, en fait, compris. I felt seen. Je me dis, oh my God, enfin, ça fait sens. Tu sais, c'est pas juste dans ma tête, je suis pas folle, je suis pas malade. Il y a vraiment une explication rationnelle qui explique certains de mes mécanismes, on va dire ça comme ça. Et comme j'avais jamais eu de suivi dans ce sens-là, j'avais jamais parlé à quelqu'un qui m'a dit, écoute, perdre son père à cet âge-là, ça crée un traumatisme. Et ça, un traumatisme qui peut avoir des impacts sur ta vie tout au long de ta vie, en fait. Tant que tu les adresses pas, tant que tu fais pas face à ces traumatismes, ça peut être ça devient ta personnalité, alors qu'au final, c'est pas qui tu es. Donc, moi, ça a été la lecture de ce livre-là qui m'a mis sur le chemin. Et je me souviens, j'étais à Toronto à ce moment-là. J'ai passé une nuit qui était, pour moi, c'était la nuit initiatique parce que ce jour-là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ça, j'ai les réponses. J'ai commencé à écrire sur mon expérience. J'ai commencé à voir toutes les, en fait, mes propres expériences. C'est ça, en fait, mes propres expériences qui étaient connectées à ça. Je me suis dit, en fait, ça fait sens. J'ai beaucoup pleuré, je suis passée par tellement d'émotions, j'ai pas dormi de la nuit. Mais en fait, je me suis dit, waouh, en fait, ça fait sens. Et maintenant, c'était devenu mon projet, en fait, d'écrire dessus, de documenter mon propre cheminement de guérison. Et ensuite, éventuellement, d'apporter des outils à d'autres femmes qui traversent les mêmes choses. Et dans mon processus thérapeutique, j'ai écrit un article à la suite de mes recherches parce que le livre a été comme j'ai ouvert une boîte de Pandore et là, je suis allée vraiment en profondeur. J'ai rencontré une psychologue qui a aussi changé ma vie, qui s'appelle Louise Grenier, qui a écrit pendant des années sur les filles sans père. Elle est basée à Montréal et donc je lui ai parlé, je l'ai rencontrée et ça a été un échange tellement intéressant et riche que je me suis rendu compte que c'est une problématique globale qui, et comme tu l'as dit tout à l'heure, va être encore plus accentuée dans les communautés africaines parce que c'est le cas, au niveau des statistiques, c'est le cas, les communautés africaines, les communautés hispaniques, mais qui touchent en fait tout le monde, en fait, le monde entier. Et je me suis dit, waouh, c'est énorme. Et donc, après ces rencontres, j'ai commencé ce projet d'écriture, documentaire. Je n'avais pas de projet de livre à l'époque, c'est vraiment plus thérapeutique. Et, euh, et en fait, c'est à l'écriture de j'ai écrit un article sur le sujet, et c'est les retours sur l'article
qui m'ont mis sur le chemin. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai écrit un article sur Medium, c'était en 2016 quand j'étais à Toronto en train de pleurer. Qui a à ce jour, en fait, tu sais pas, en une semaine, il y a au moins 1000 vues dessus, il y a des commentaires, il y a des personnes qui m'écrivent en email, des personnes à travers le monde, parce que l'article était en anglais, des personnes de tous âges, plus de 50 ans à 12 ans, enfin, c'est vraiment de toute génération qui disent, oh, enfin, je peux mettre des mots sur ce que je ressens. Ouais. Et ça, c'est le début, en fait, de la guérison, d'avoir des mots, de savoir que c'est ça que je vis. Et c'est après que l'idée du livre a germé, en fait, de me dire, OK, ça, c'est juste le commencement, parce que les femmes, elles me demandaient, OK, mais comment je fais pour guérir? OK, maintenant, je sais ce que j'ai, mais comment Ouais. je fais? C'est ça, what's next? Pas la pilule à prendre. Tu peux me donner? Ouais. Waouh, c'est incroyable. Est-ce que tu as eu le sentiment que ça a défini, par exemple, un de tes why? Parce que je pense qu'il y a plusieurs why. Enfin, moi, je suis de l'école de... Il y a plein de why possibles. Donc, les why, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment l'idée d'avoir soit un sens, soit une mission, soit le pourquoi est-ce que tu fais les choses. Et en fait, plus ton why, il est défini, il est grand et il est précis, et plus c'est simple, ou en tout cas, et moins c'est difficile de se relever quand tu te prends des portes dans la tronche, parce que tu vas t'en prendre de toute manière. Quand tu as des moments de désespoir et que tu te dis mais à quoi bon? À quoi bon? Parce que, et c'est ça en fait le why. Est-ce que ça fait partie d'un de tes why du coup? Ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Absolument, ça fait partie de mes why. En fait, j'ai trois why en ce moment qui en fait sont connectés. Il y a évidemment aider les femmes qui ont la blessure du père, donc les filles sans père, comme je les appelle, à trouver le chemin de guérison. Donc ça, c'est la guérison émotionnelle. Ensuite, il y a le why au niveau de la guérison physique, qui a été aussi lié à ma propre histoire avec tous les troubles de la santé reproductive que j'ai vécu, que beaucoup de femmes vivent également, qui sont liées aussi à nos émotions, à des traumatismes, etc. Et puis, il y a un autre why qui est en train de germer, qui est plus sur le volet spirituel. Donc, au début, je pensais que j'avais qu'un why. Comme tu dis, c'est voilà, OK, les filles sans père. Mais je me suis rendu compte que, mais en fait, dans mon propre chemin de guérison, euh, j'ai guéri de différentes manières, en fait. C'était pas juste sur le volet de la santé émotionnelle, il y avait le volet physique, il y avait le volet spirituel. Donc, ces différents aspects m'ont aidé à trouver un équilibre. Donc, c'est une mission qui me drive aujourd'hui à 100%. Et parfois, j'oublie ce why et puis je suis embarquée dans d'autres projets et puis la vie. Et puis, il y a quelque chose qui me rappelle que, hey, n'oublie pas que c'est ça. This is your why, tu vois, ne perds pas le focus. Donc, définitivement, ouais. Ouais. C'est Amadou Ampateba qui dit il y a plusieurs personnes dans la personne. Donc pour moi, tu vois, s'il y a plusieurs personnes dans la personne, il y a plusieurs why finalement. Parce que tes différentes versions d'Andrea, elles ont besoin de choses différentes, elles ont besoin de guérir de choses différentes. Et c'est ça qui est beau, c'est que quand tu as compris déjà le why, que tu en as un, et qu'ensuite tu es connecté avec tes différentes versions, et que tu acceptes qu'elles soient là, tu acceptes leur parcours, tu les honores aussi, même si tu dis oui, mais elle était comme ci, elle était comme ça. Tu ne serais pas ça sans tout ça. Et donc, du coup, tu as plein d'autres, mais tu as d'autres why, en fait. Et souvent, ouais, comme tu as dit, en fait, c'est complémentaire, tu vois. Ça crée quelque chose qui a du sens, enfin, c'est magique, quoi. Ouais, Ouais. totalement. Du coup, toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire avec ton père? Quelle est-elle? Alors, alors j'ai grandi un peu dans une espèce de maison dans la prairie, super heureuse, parfaite, sans exagération, vraiment, c'était le bonheur. Euh, et j'avais mes deux parents et mes frères et sœurs. Et en fait, mon choc initiatique est arrivé à l'âge de 11 ans, quand mon père est mort subitement d'un arrêt cardiaque. Alors qu'il il était en voyage, il est mort dans la voiture de manière assez inattendue, il n'était pas malade. Donc, et là, ben, moi j'avais 11 ans et puis j'avais deux petits frères qui avaient 5 ans et 8 ans, je pense, 5 ans et 7 ans. Euh, et, et là, en fait, il y a eu une transition entre ma petite maison dans la prairie, le monde parfait des bisounours et la vraie vie. La Ouais. vraie vie qui est beaucoup plus intense. Et à l'époque, on vivait au Cameroun. Ma mère est devenue mère célibataire dans un pays extrêmement misogyne, patriarcal et tout ce qui vient avec. Euh,
au début, en fait, j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai pas eu le temps de processer mes émotions. Parce que d'un côté, j'avais ma mère qui était dévastée, qui était croulante, qui pleurait, qui n'en pouvait plus. Elle était super jeune, elle est devenue veuve. Je ne sais pas si elle avait 37 ou 38 ans. Elle est devenue veuve, elle avait 5 enfants à charge. C'était vraiment intense pour elle. C'était l'amour de sa vie, voilà. Et puis de l'autre côté, moi j'avais des petits frères qui comprenaient rien, qui étaient comme, ils comprenaient rien. Et là, moi j'étais là au milieu et je me disais, ok, il faut que je sois forte. Il faut que je sois forte pour ma mère, pour mes frères, pour tout le monde. Il faut que, voilà, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit fort dans l'histoire. Et, euh, et voilà, ça fait que même à l'enterrement de mon père, ben, c'est moi qui ai lu le logis, en fait. J'ai fait un discours au nom des enfants, etc. Pourtant, enfin, j'ai un grand frère, j'ai un frère aîné, j'ai une sœur aînée, mais j'avais l'impression que ben, j'étais celle qui avait plus de force en ce moment pour pouvoir prendre les devants sur ces choses-là. Sauf que cette posture de force, de courage et tout ça, ben, c'est devenu une armure en fait. Ouais. C'est que pendant 10 ans, j'ai pas fait mon deuil. Pendant 10 ans, j'ai pas fait de deuil. Je pense que j'étais en dépression sans le savoir parce que je pleurais. J'avais des périodes qui étaient super difficiles comme la fête de Noël, la fête des pères, des choses comme ça. Mais je vivais très mal ces périodes. J'avais un vide intérieur qui ne pouvait jamais être comblé. Et j'avais développé des mécanismes qui étaient inconscients, mais j'essayais de combler ce vide-là à travers mes relations. Parce que le père, pour moi, c'était la figure paternelle par excellence, c'était l'homme par excellence. Et inconsciemment, quand j'entrais dans une relation, j'allais chercher en fait ce père qui en fait, c'est une très mauvaise idée de faire ça. Là, c'est avec du recul, je me dis, mon Dieu, mais pourquoi je faisais ça? Mais j'allais vers des relations qui avaient tout sauf ce dont j'avais besoin, parce que j'avais besoin de confiance, j'avais besoin d'assurance, j'avais besoin de me sentir protégée. Mais inconsciemment, je répétais des situations et des patterns où j'allais être abandonnée. Oui. Et c'est vraiment bizarre parce que mon père ne m'a pas abandonnée, il est décédé, ce n'était pas un choix. Mais en fait, la petite fille qu'on est quand on vit ces situations-là, le vit comme un abandon. Et donc, les situations de vie font que je me retrouvais dans des relations où je m'attendais à ce que je me fasse abandonner, par exemple. Ou alors, je créais des situations qui emmenaient vers cette situation-là où il n'y avait pas d'autre choix que de m'abandonner. Et je vivais ça très mal parce que quand j'entrais en relation, ben, je me mettais tout, mon cœur, mon âme, c'était vraiment, je me perdais dans l'histoire. Parce que je me disais, oh mon Dieu, j'ai trouvé l'homme de ma vie, qui est à la fois mon père, mon ami, mon amant, tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que j'essayais de combler un vide et de projeter des attentes sur l'autre qui n'étaient pas du tout rationnelles. Et honnêtement, ça m'a aussi emmené sur des mauvais chemins parce que je rencontrais des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées à mon égard, qui voyaient cette fragilité, cette vulnérabilité et qui essayaient d'en profiter. Je dis toujours que je m'estime heureuse de ne pas avoir vécu des situations tragiques parce que vraiment, je me retrouvais avec des personnes mais je me dis, mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? Ouais. Mais au final, je me rends compte que j'étais en train de, comme on dit, j'étais en mode mécanique. Donc, je ne réfléchissais pas, je n'étais pas consciente de ma situation. J'étais plus en recherche de réconfort, en recherche de combler ce vide intérieur. Jusqu'à un moment donné, j'ai fait un breakdown où j'en pouvais plus. J'étais arrivée à la fin d'une relation, que c'était mal terminé, que je pensais que ça allait être vraiment la relation qui allait changer ma vie, qui allait enfin me faire me sentir complète. Ouais. C'est ça le besoin que j'avais. Je voulais être entière, mais tu peux pas te compléter avec quelqu'un d'autre. C'est pas possible. C'est pas sain. Et là, ça a été le moment le plus difficile parce que j'ai fait face en fait à ma propre réalité. Je me suis rendu compte que j'allais chercher vers les autres ce que je n'avais pas en moi-même et qu'il fallait que je fasse le travail sur moi-même. Et ça m'a pris quelques années. Je pense que ça m'a pris comme 10 ans au total avec les échecs des relations et ensuite me dire, OK, bon, bah là, je vais faire le travail sur moi-même, je vais me concentrer sur moi-même, essayer de comprendre ce qui ne va pas. Et en fait, le déclic est arrivé, comme je t'ai dit, en 2016, où j'avais déjà fait du travail dessus,
mais je n'avais pas conscience de la connexion avec la mort de mon père. Donc, c'est en 2016 que j'ai eu le puzzle, la pièce du puzzle manquante, où en fait, c'est parti de cette perte du père. Et ce que je dis souvent, c'est que quand on perd le père, on reste avec la mère souvent. Donc, la manière dont on évolue, la manière dont on guérit dépend beaucoup de la relation qu'on va tisser avec ce parent qui nous reste, donc la mère. Et dans mon cas, malheureusement, pour des raisons qu'aujourd'hui je comprends, étant mère de deux filles moi-même, ma mère à ce moment-là, émotionnellement, elle n'était pas disponible parce qu'elle vivait son propre deuil, elle avait ses propres difficultés. Donc, je pense qu'elle n'était pas en mesure, elle n'avait pas les outils, parce que parfois c'est ça, c'est pas qu'on veut pas, parfois c'est pas qu'on n'aime pas ses enfants ou qu'on n'est pas bienveillant, c'est qu'on n'a pas les outils en fait pour, euh, pour les aider à, tu sais, à rebâtir ce déficit déjà de confiance en soi qui va naître en fait du fait de ne pas avoir un père présent au quotidien qui va être bienveillant. Elle n'avait pas la connaissance de ce que ça pouvait faire. Par contre, elle a été présente sur tous les autres plans. Je veux dire, j'ai manqué de rien. Je suis allée dans les meilleures écoles. J'ai pas senti l'absence de mon père d'un point de vue matériel. C'est ça. Donc, elle se battait vraiment pour ça. Mais sur le plan émotionnel, j'étais en détresse. J'étais vraiment en détresse émotionnelle. Ouais, ouais. On a des histoires similaires et à la fois différentes dans la mesure où moi, mon père est toujours présent physiquement, mais je comprends totalement ce que tu racontes quand tu es dans un foyer dans lequel tout est alors pour moi c'est semble parfait, donc on manque de rien matériellement, on va faire de l'équitation, on va faire ci, nanana, et qu'émotionnellement il y a quand même ce vide en fait et ce manque. Et pour le coup, moi, le travail que j'ai fait sur mon père, que je fais toujours d'ailleurs, ça a été comment est-ce que déjà j'arrive à lui pardonner. Pardonner quoi, je ne sais pas, mais il y avait un truc. Comment est-ce que j'arrive à créer du coup mon propre père intérieur et finalement aussi ma propre mère intérieure, parce que les attentes que j'avais sur mes parents, pour mes parents, elles sont impossibles en fait. Impossibles. C'est-à-dire que j'attendais d'eux d'être les super-héros et héroïnes que je pensais qu'ils étaient, parce que je n'étais pas capable de voir qu'ils étaient humains. Donc mon père, pour le coup, on a beaucoup pâti en fait, parce que j'attendais, et je pense que parfois j'attends encore toujours quand je suis dans des moments ou des transitions de cycle ou en mutation. Ma petite fille, elle me dit toujours, mais il est où mon père? Enfin, je veux dire, c'est pas compliqué d'être présent, tu vois. Et Ouais. alors même que tu as conscience intellectuellement et que tu as des outils psychologiques, neuroscientifiques, épigénétiques pour comprendre pourquoi est-ce que les choses sont telles qu'elles sont, parce que tu sais que ton père n'est qu'un homme, je mets des gros guillemets, parce que c'est pas... mais n'est qu'un homme et qu'il a vécu des choses qui ont fait qu'il agit de cette manière aujourd'hui. Et tu le comprends parce que tu sais que les PTSD, ça existe, tu sais l'impact des traumatismes, tu sais l'impact que certaines... Enfin, l'impact que de voir des personnes mourir en face de toi, donc en guerre, génocide, etc., ce que ça a sur la psyché humaine. And yet, t'es toujours fâché. Ouais. Parce que ta petite fille intérieure, elle a des attentes, elle a besoin de Elle a son père. Exactement. Et donc, en fait, ce que tu as dit qui est très vrai, c'est que cette volonté ensuite d'aller chercher chez l'autre, en fait, ce papa dont tu as tellement besoin. Et donc, parfois injustement, même si ce n'est pas intentionnel de faire ça de manière injuste, mais d'aller mettre des attentes sur des personnes en face qui ne sont pas là pour ça et qui, s'ils sont mal intentionnés, vont prendre ça et puis s'amuser avec. Et donc se jeter à corps et âme dans une relation et s'oublier totalement. Hey, that's me. Je me souviens que je suis. Et, euh, et, en fait, moi, si tu veux, c'est un peu la même chose que toi. J'avais des pièces de compréhension au fur et à mesure. Des petites pièces par-ci, donc comprendre mon histoire, parce que moi je suis née en France, donc j'avais pas le rapport, enfin j'avais pas un rapport, comment dire, de terre ou de culture au quotidien avec le Cameroun. C'est quelque chose que j'ai dû apprendre, c'est quelque chose que j'ai dû m'approprier. Et donc du coup de comprendre l'histoire et puis de faire des regroupements avec des dates. Ok, donc s'il arrive à telle date, il est né à temps, donc ça veut dire qu'ils ont vécu ça. Ah, donc, ah ok, et ensuite de dire, ah non mais en fait, ah donc c'est pour ça.
Mm. Et donc, quand je comprends le trauma de mon père et que je comprends les traumas de ma mère, enfin, je les comprends intellectuellement, je ne peux pas les vivre, je ne les ai pas vécus. Je peux pas. Donc, de me regarder, de me dire, OK, alors qu'est-ce que ça a comme impact sur toi? Et en effet, quand je regarde la quasi-intégralité de mes relations, sauf la petite dernière qu'il y a eu, où c'était post, OK, là, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire ces cycles répétitifs qui sont toxiques, et Mhm. pour moi, et pour la personne qui est avec moi? Comment on fait, tu vois? Mais il m'a fallu me prendre pareil, des dépressions et des nervous breakdowns et des moments où je me dis: «Mais en fait, est-ce vraiment utile de vivre?» Je vois pas l'intérêt. Tu vois, si c'est pour être dans la souffrance en permanence et tu t'oublies tellement qu'en fait, tu ne sais plus qui tu es. Donc, si la personne disparaît, tu te dis: «Bah, en fait, à quoi?» Enfin, genre, tu vois? Mm. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que ce travail en fait de guérison de la relation fille-père, je la trouve hyper importante. Pas forcément parce que j'attends personnellement d'avoir une guérison physique avec mon père, même si tout est possible et je suis ouverte. Mais je sais que ça peut se guérir à d'autres niveaux et que c'est nécessaire de le faire et pour l'intelligence, on va dire, collective et cette espèce d'énergie collective, parce que je sais que toi, quand tu fais ton travail, tu inspires d'autres femmes à le faire également. Et donc, tu viens guérir pas que les personnes que tu coaches, mais un point de vue genre générationnel, tu vois. Tu viens guérir des sœurs, des mères, et donc chacun fait son lot de travail, et c'est comme ça qu'on change le monde. Et parce que aussi, j'aspire à avoir des enfants, tout comme toi, et essayer, même si je sais qu'ils vont être traumatisés de toute manière, C'est de pas leur donner ça, tu vois. C'est ça, c'est ça. En fait, c'est exactement, c'est drôle parce que hier, j'étais en train d'écrire dessus et je disais, il y a une citation qui dit May we raise children who won't have to recover from the childhood. Ouais. Euh, donc, c'est ça, en fait, essayons d'élever des enfants qui n'auront pas à guérir de leur enfance. Mais il faut être conscient que, en fait, on aura tous des traumatismes, même si on a des parents super bienveillants qui essayent de tout faire de manière correcte, il y a toujours des petites choses, des traumatismes, des attentes qui n'ont pas été comblées, etc. Mais le mieux, en fait, qu'on puisse faire, c'est avec notre expérience, avec les outils qu'on a, comment est-ce que mes enfants ou les générations à venir n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu. En fait, tout simplement, c'est pour ça que la conscience de soi est super importante parce qu'on sait, parce que si je restais en mode inconsciente et je répétais mes cycles, etc., ben, mes filles, elles allaient catch up, quoi. Ça allait être ça leur modèle et elles allaient répéter le cycle. Mais le fait de faire le travail de guérison sur moi, et le travail de guérison, en fait, au début, je pensais qu'il fallait absolument un équilibre, il fallait absolument avoir un père pour être équilibré, tu vois. Et je pensais que les enfants aussi doivent absolument avoir un père présent pour être équilibré. Mais le vrai travail, c'est de se dire, OK, life happens, la Ouais. vie peut arriver, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Comment est-ce que je fais pour rester équilibré et pour transmettre le meilleur à mes enfants si jamais il y a une situation de vie qui fait qu'un parent n'est pas là? Qu'est-ce que je fais? Et donc, c'est devenu ça mon travail quand j'ai eu des enfants, de pas me dire, OK, il faut absolument qu'elles vivent pas la perte d'un parent ou alors qu'elles vivent pas l'absence du père, mais j'ai pas de contrôle sur ça. OK, ce sur quoi j'ai le contrôle, c'est comment est-ce que je les équipe, quels sont les outils que je leur donne, comment est-ce que moi-même je vis, parce que les enfants, ils absorbent, c'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on fait qu'ils prennent. Qu'est-ce que je leur transmets pour qu'elles aient les outils nécessaires pour faire face à des situations de vie qui, de toute manière, arrivent toujours, qu'on le veuille ou non, parce que chaque être choisit son chemin sur Terre. Même si tu as tort, tu n'as pas vécu, tu n'as pas voulu que ton enfant vive ça ou ça, avant de venir sur Terre, ton enfant, il avait choisi son cheminement, il avait choisi que tu devais vivre ça, 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 ça. Ces expériences de vie pour s'élever ce point de vue spirituel. Donc, c'est pour ça que ça a évolué. Mon travail, il est passé du personnel au générationnel, comme tu disais tout à l'heure, et de pouvoir briser ces cycles. Parce Ouais. qu'en faisant ce travail de guérison, j'ai brisé le cycle de ma famille maternelle qui, on ne parlait pas de certaines choses, on ne parle pas d'émotions, on ne parle pas de trauma, on ne parle pas de ces choses-là, comme je pense dans beaucoup de familles africaines et tout ça. Mais en faisant le travail de guérison, parce que dans ma famille maternelle, il y a beaucoup de mères qui sont devenues monoparentales à cause d'un décès, à cause de divorce, à cause de... Donc, il y a comme un espèce de bagage. C'est Exactement. ça, c'est ça. Donc,
et je pouvais me dire, OK, est-ce que je suis en train de répéter la même chose? Ma mère, elle a perdu son mari et moi, actuellement, je suis monoparentale. Est-ce que je répète les mêmes cycles? Mais ensuite, je me suis dit, non, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai brisé le cycle parce que moi, je suis dans un travail de guérison intérieure où je suis consciente à la fois du bagage générationnel, mais aussi du fait que j'ai le pouvoir de transformer mon expérience, de guérir de mes patterns et de transmettre quelque chose de complètement différent à mes filles qui seront mieux équipées pour faire des choix dans leur relation parce qu'elles auront la confiance en soi, elles sauront être entières d'elles-mêmes et pas en attendant que quelqu'un les complète. Elles auront aussi un modèle. C'est super important les modèles parce que le modèle de relation, quand on est enfant, ça nous influence dans nos choix. De la même manière où quand le père n'est pas présent émotionnellement ou n'est pas présent physiquement, ça nous impacte. De la même manière que si on a deux parents et qu'on on est témoin de dynamiques relationnelles qui ne sont pas saines, ça devient notre base, notre fondation pour nos propres relations plus tard. Donc, ça élargit un tout petit peu le spectre en fait de la blessure du père pour se rendre compte que en fait, ça influence beaucoup d'autres aspects de la vie. Et du coup, ma guérison, il y a, comme on dit, il y a plusieurs layers, il y a plusieurs couches. Quand je pensais avoir... J'ai guéri du traumatisme d'avoir perdu mon père, parce qu'aujourd'hui, la fête des pères, je suis plus en train de pleurer, je suis plus dans la gratitude, je suis plus dans les souvenirs dont je me rappelle. Je vis, en fait, je suis en paix. Voilà, je suis en paix avec ça, je ne vis plus comme un abandon. Donc ça, j'ai guéri. Maintenant, ce que je suis en train d'essayer de guérir ou d'améliorer, on va dire ça, c'est ce que je veux transmettre à mes filles, c'est comment est-ce que je les équipe plus tard pour qu'elles ne vivent pas justement cette circonstance de vie comme un handicap, comme quelque chose qui va leur poser problème plus tard. Comment est-ce que je show up in the world? Comment est-ce que je m'affirme en tant que personne parce qu'elles absorbent tout ce qu'elles voient? Et enfin, comment est-ce que je le transmets? Parce que pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais sur, j'étais sur Marketplace parce que j'achète plein d'affaires sur Facebook Marketplace et je cherchais un siège auto pour ma fille. Puis j'ai trouvé un siège auto chez une dame que je vais récupérer à côté de chez moi et j'arrive, on fait la transaction là, tranquille, puis je m'apprêtais à partir. Et là, elle me dit, excuse-moi, mais quand j'ai regardé ton profil sur Facebook, puis j'ai vu la bannière de ton livre, et ensuite elle a commencé à pleurer. Oh, C'est une femme, elle avait, je sais pas, 45 ans, tu sais, elle a commencé à pleurer et tu sais, vraiment pleurs incontrôlables là. Et je pouvais pas prendre mes bras parce que Covid et j'étais vraiment, je la regardais, je me dis, oh mon Dieu, elle me dit en fait, quand tu sais, regardez juste mon profil pour voir qui vient chez elle, parce que parfois il y a des gens bizarres sur Facebook et tout ça. Et en fait, elle a vu le titre et là, elle a vu un tout petit peu, elle a vu des articles. Elle s'est rendue compte que mon Dieu, mais en fait, je me suis jamais rendu compte que j'avais ce vide en moi, que j'avais cette douleur pendant toutes ces années parce que son père les a abandonnés quand elle avait 2 ans. Et en fait, là, elle en a 45. Ouais. Et imagine que pendant toutes ces années, tu sais qu'il y a quelque chose, mais tu n'as jamais mis le doigt dessus. Et là, elle a vu ça, elle a dit, mon Dieu, elle a commencé à pleurer, mais j'ai passé 1 heure, on était chez elle, là, devant chez elle. J'ai passé 1 heure à discuter avec elle, à partager aussi mon expérience, elle me racontait son histoire. Elle a des enfants aujourd'hui, tu vois. Et en fait, là, c'était un moment difficile aussi de ma vie, une transition de ma vie, mais en fait, vivre cette rencontre-là m'a permis de me rappeler l'importance du travail que je fais et de pourquoi il faut continuer. Parce que c'était le truc le plus random, le plus anodin, je ne pouvais pas imaginer, mais du coup, on a passé du temps et là, du coup, elle a embarqué. Aujourd'hui, je l'accompagne sur ses propres blessures intérieures. Et en fait, pour moi, ça a été comme un déclic de me dire, OK, c'est vrai qu'actuellement, tu vis une autre transition de vie qui est difficile, Andrea, mais ce que tu as déjà appris, ce dont tu as déjà guéri, il y a d'autres personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Et c'est ça qui me permet de continuer en fait au quotidien ce travail. L'univers, les ancêtres, Dieu,
Ils ont des chouettes manières parfois de nous rappeler l'essentiel en fait et ils nous mettent dans des situations où finalement en fait ça a commencé parce que je sais pas moi le siège auto de ta fille est trop petit, tu vois, et c'est C'est comme ça, ça que tu vas retrouver ton chemin c'est et ça. parfois quand tu regardes c'est assez poétique finalement tu te dis mais c'est enfin c'est ouais Ouais, c'est ça. Puis c'est pas un hasard, tu te rends compte que c'est vraiment un signe. Et j'étais au bout de ma vie aussi. Une fois de plus, j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je venais de vivre la séparation du père avec le père de mes filles. Et c'était la même semaine. Donc j'étais dévastée, évidemment. J'étais pas bien. Puis là, il y a quelqu'un en face de moi qui est en train de pleurer. Et moi aussi, j'ai envie de pleurer. Je me dis, oh mon Dieu. Mais j'étais en position de l'aider avec ce que j'avais déjà, tu vois. Et en fait, c'est là où on parle de, souvent, j'aime bien dire ça, de who heals the healer. C'est-à-dire que le guérisseur ou la guérisseuse se guérit, plus elle guérit, elle aide les autres à guérir. Il y a comme un échange d'énergie. Donc, il n'y a pas de... Tu te vides pas, en fait, en essayant de guérir les autres parce qu'il y a un échange d'énergie. Et ce qui s'est passé, c'est que je vais partager mon expérience de comment les outils et tout ça, comment est-ce qu'elle pouvait s'en sortir. Et elle, en fait, son expérience, c'est l'expérience que vivent mes filles actuellement dans le sens où, à l'âge où elle s'est retrouvée sans père, c'est l'âge de mes filles. Et en fait, elle m'expliquait tout ce qu'elle a ressenti. Et moi, ça m'a donné des indices. En fait, OK, c'est comme ça que mes filles pourraient se sentir. ouais. C'est peut-être sur ça qu'il faut que je travaille, tu vois, parce que moi, j'ai pas cette expérience-là. Moi, j'ai pas vécu comme ça dans mon histoire avec mon père. Donc, elle m'a raconté, ouais, j'avais 2 ans et puis voilà ce que j'ai senti quand j'avais 5 ans, voilà comment je me suis sentie, voilà comment ma mère, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce que ça m'a fait sentir, etc. Donc moi, j'étais en mode, oh waouh, tu sais, Ouais. un moment, j'ai sorti un carnet, je commençais à noter parce que je suis en mode, Non, mais parce que tes filles, elles n'ont pas encore les mots pour articuler ça. Donc, en fait, ouais, c'était magique ton truc, en fait. c'est magique, c'est 100% magique. Parce que Retour vers le futur, quoi. C'est ah ça. ouais, non, c'était retour vers le futur. Je crois que j'ai vu ma fille à 45 ans qui me disait, écoute, maman, voilà, travaille sur ces points. Je te jure, parce que c'est super bizarre. Et elle m'a donné des outils. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, on s'est apporté mutuellement. Moi, je lui ai apporté quelque chose, elle m'a apporté son expérience qui aujourd'hui me sert de blueprint pour développer des outils et la manière dont j'éduque mes filles également pour qu'elles n'aient pas ce déficit d'amour, de confiance en soi, d'estime de soi, tu vois que si j'avais pas peut-être eu cette conversation-là, j'aurais peut-être pas vraiment la certitude qu'il faut que je travaille sur ces aspects en particulier. Ouais. Donc, ouais, c'est magique parce que Dieu, l'univers, les ancêtres et tous les guides et les âmes bienveillantes qui nous accompagnent dans notre mission de vie sont toujours à l'écoute, en fait. Elles nous aident, elles nous envoient des signaux. Puis, écoute, c'est ça ça m'a réveillée. Je me suis dit, écoute, Andrea, ok, tu vis des choses difficiles, mais écoute, il y a des personnes qui peuvent bénéficier de ton expérience. Waouh. Je pense que c'est aussi une preuve enfin, tu vois, d'une force de caractère. J'ai l'impression quand même que ce truc qui t'a permis de faire le discours au deuil de ton père, cette force-là qui peut être emprisonnante parce que forcément, quand tu te mets une armure autour de toi, bah, c'est plus difficile pour avoir une expression du cœur et pour être. Enfin, et c'est assez paradoxal en même temps parce que tu mets l'armure, mais en même temps, tu te plonges dans des relations. Tu sais, c'est vraiment une forme de. Non, mais c'est vrai, il y a une forme c'est, comment dire, pas d'antinomie, mais c'est genre, il y a le yin et le yang, quoi. C'est deux choses complètement opposées et en même temps, ça a du sens, tu vois. Et, Mm. mais cette force que tu as là, en fait, qui a été tragique, qui est arrivée de manière tragique, ou en tout cas qui était là, mais qui s'est révélée au moment du départ de ton papa, elle est toujours là, en fait, cette force. Et c'est ça qui est. C'est ça qui fait, moi, me rendre souvent être en gratitude de plus en plus de ma vie, malgré les choses par lesquelles je suis passée ou qui étaient dures. Je me dis, mais tu n'en serais pas là où tu es aujourd'hui, là où tu es et tu es thankful. Mais pour tout, et pour toutes les personnes que tu as rencontrées sur ce chemin, même les gens qui ont fait que qui sont montés, sont descendus, tu n'en serais pas là aujourd'hui sans ça. Tu ne serais pas là aujourd'hui à faire tes podcasts et à faire des choses que tu veux faire si tu n'avais pas ces traumatismes-là aussi. Et j'ai l'impression que, et c'est ça qui est intéressant avec les enfants, tu vois, c'est que oui, en effet, tu vas essayer de faire en sorte que ils n'aient pas les traumatismes liés à l'absence du papa, etc. Mais ils auront d'autres traumatismes, et peut-être que c'est bien, parce que finalement, c'est ça qui crée aussi, toi, tu es ce que tu es, ton why, il a jailli de ça, tu vois. Tu ne serais pas en mesure d'aider toutes ces personnes-là. Bon, c'est un raccourci, mais s'il n'y avait pas eu tout ça aussi, tu vois.
Et le silver lining, on dit, enfin, tu vois, moi, c'est ça qui me fait dire parfois, mais putain, mais la vie, c'est dur, hein, mais putain, c'est beau, quoi. Ouais, ouais, Le c'est mec beau. qui écrit, enfin, la meuf qui écrit ça, elle est poétique. Tu Ça, vois. artiste, C'est- c'est une artiste de fou. Ouais, Ouais, ouais. Parce que c'est, parfois tu te dis, mais mon Dieu, mais tu sais, la probabilité pour que je rencontre cette personne, pour que je vive ça, pour que, tu sais, c'est un ouais, film, c'est un jeu vidéo. Donc, c'est pas quelqu'un de random qui a planifié ce truc-là. C'est vraiment énorme. c'est une Il vraie faut go. prendre du recul sur ses expériences aussi. Dans le sens, ce que tu dis, en fait, c'est-à-dire, je dis souvent il faut, nos traumatismes sont nos guides, en fait, nos maîtres. Faut avoir de la gratitude pour ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de travail intérieur pour avoir de la gratitude pour des expériences aussi difficiles. Mais une fois que tu prends de la hauteur, tu prends du recul, tu te rends compte que bah, tu ne serais pas ce que je suis aujourd'hui, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas été en relation avec cette personne qui m'avait tellement blessée qu'ensuite je fais ça, etc. Et ma mère, qui est très chrétienne dans son paradigme chrétien, elle dit souvent mais Dieu utilise nos ennemis aussi, hein. Dieu, il utilise nos ennemis. J'adore ça. Mais en fait, quand j'écoute, je dis mais ça fait sens parce que tu sais, c'est vrai, l'univers, Dieu utilise même les personnes qui nous font du mal Ouais. euh, pour nous éveiller à qui on est réellement. Donc, souvent, elle disait ça. Je disais, mais qu'est-ce que tu racontes, tu vois? C'est quoi ton histoire? Ouais. C'est ça. De sa Mais, tête, hein, tu sais. ouais, ouais. Mais en fait, ça fait complètement sens que, voilà, l'expérience, elle est belle, la vie est belle. La Ouais. vie est belle. On va conclure cette partie en français. Andrea, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à toutes les femmes et aussi il y a des hommes, hein, bien sûr, qui vivent l'absence paternelle, et je pense qu'on va d'ailleurs peut-être en discuter dans la partie 2 en anglais pour ceux qui sont anglophones. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ces femmes justement qui se sont reconnues dans ton parcours et qui se disent, OK, je sens qu'il y a un truc qui résonne, qu'est-ce que je fais? C'est quoi la suite? Ok, alors déjà, c'est de pouvoir identifier c'est quoi exactement ta blessure du père. Parce qu'il y a différentes circonstances. Là, on a parlé de nos cas respectifs, l'absence émotionnelle dans ton cas, le décès dans mon cas. Il y a d'autres situations comme la séparation, le divorce des parents, l'incarcération, l'abus de substances, donc de drogue ou d'alcool qui rend le père complètement déconnecté de sa famille, de ses enfants et des besoins émotionnels de ses enfants. Il y a également des situations toxiques et abusives qui font que il y a comme vraiment une blessure du père. Donc, il y a différentes situations. Parfois, il y a des femmes qui disent ouais, mais moi, j'ai mon père, mon père, il est toujours vivant, mais qui ont tous les symptômes du syndrome de la fille sans père. Donc, il Ouais. faut pouvoir être en paix avec le fait que oui, mon père, il peut être physiquement présent, il peut être en vie, mais j'ai toujours un déficit en moi, j'ai une blessure du père de par l'expérience que j'ai eue en grandissant. Donc, c'est de pouvoir être en paix avec ça. Et le fait d'être en paix avec ça ne veut pas dire qu'on pointe du doigt son parent. Parce qu'il y a beaucoup de culpabilité aussi, surtout dans les communautés africaines où on vénère les parents comme on les met sur un piédestal, alors que ce sont des êtres humains qui ont leur propre trauma, comme tu disais tout à l'heure, qui ont leurs propres expériences. Donc, le fait d'être conscient de ça, ça ne fait pas qu'on condamne son parent. C'est le premier step, en fait, la première étape de la guérison. Une fois qu'on a été honnête envers soi-même, on peut commencer son chemin de guérison. Et l'une des choses que j'aime bien suggérer de faire, qui est facile à faire, facile, en tout cas, qui est accessible à faire pour tout le monde, c'est un travail d'écriture. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et aujourd'hui, j'en ai fait des workshops qui s'appellent Letter to My Father. Et c'est d'écrire une lettre que tu n'as pas besoin d'envoyer cette lettre à ton père. Okay? Il y a des gens qui l'envoient, mais voilà, c'est à risque et péril. Ouais. Mais c'est pas le but, en fait. Le but, c'est vraiment plus d'essayer d'exprimer tout ce que tu aurais toujours voulu dire à ton père au niveau de tes besoins, quand il n'a pas été là pour toi, ce que tu as ressenti, ce que la petite fille, en fait, en toi a ressenti. Et le fait de l'écrire, en fait, surtout à un âge adulte, ça permet de prendre du recul et de se rendre compte de dissocier, en fait, la personne adulte que tu es aujourd'hui, qui va peut-être avoir plus de compassion, plus d'empathie vers ton père parce que tu es adulte, tu comprends les situations de vie, tu vas dire, OK, peut-être qu'il n'était pas disponible ou disposé à faire telle ou telle chose, mais la petite fille qui crie le besoin, qui crie à son père, j'ai besoin de toi, c'est celle qui sera sur le papier, sur la lettre. Donc, ce que tu vas exprimer, c'est vraiment ce que la petite fille en toi a gardé en elle pendant toutes ces années et c'est thérapeutique.
de le faire régulièrement. Et c'est super difficile. D'accord. C'est super difficile. Toi, tu le fais régulièrement, donc c'est un truc, comment... Parce que cette notion de lettre écrite que tu n'envoies pas m'est familière, mais ce qui est, je trouve, hyper intéressant, enrichissant, c'est de se dire, OK, en fait, tu peux le faire de manière régulière, parce que parfois, il y a des choses qui reviennent, c'est ça? Oui, il y a des choses qui reviennent, il y a des besoins peut-être que tu n'avais pas identifiés, il y a des choses sur lesquelles tu n'avais pas mis le doigt, surtout en fonction des différentes phases de la vie qu'on traverse. Moi, dernièrement, j'ai fait une lettre à mon père. Ça faisait, je ne sais pas moi, 3 ans que j'en avais pas fait une ou 4 ans parce que j'en ressentais pas le besoin. Mais dernièrement, j'en ai fait une, mais là, qui parlait d'un autre sujet, qui était plus en lien avec quelque chose que je vis actuellement. Donc, le fait de le faire régulièrement, ça reste thérapeutique. Parce que, bon, techniquement, c'est sûr que je ne peux pas envoyer la lettre parce qu'il est décédé, mais il y a des personnes que j'ai accompagnées dans mes ateliers qui ont, une fois qu'elles étaient prêtes, en fait, dans leur cœur, qu'elles n'étaient plus dans la rancœur, tu vois. C'est ça le truc. Il ne faut pas être dans la rancœur, parce que quand on envoie une lettre dans la rancœur, c'est pas intéressant. C'est ni pour le père, ni pour toi. C'est, voilà. Parce qu'il ne va pas répondre, ou il va répondre, il va réagir et tout ça. Donc, voilà. Donc, elle était en paix, puis elle écrit une lettre à son père qui est en prison. Et ça a été vraiment le déclic pour leur réparation, la réparation de leur relation, où il lui a expliqué beaucoup de choses sur son passé, sur pourquoi il n'était pas disponible, etc. Et ça a ouvert une porte, parce que ce sont des portes. Donc, on peut commencer ce travail doucement, tout doucement, à petits pas, écrire ses lettres régulièrement. Et quand on se sent prête, on peut, si le père est disposé, si le père est présent, si on en ressent le besoin, l'envoyer, ou simplement les garder parce que ça permet de voir son évolution aussi. Et il faut savoir que tout ce qu'on garde en soi, une fois qu'on l'écrit, ça ne vit plus en nous. Ça ne vit plus en nous parce qu'on l'a exprimé. On l'a exprimé, c'est quelque part. Et le fait de l'écrire aussi, c'est quelque chose de vraiment thérapeutique. Et c'est quelque chose que je recommande toujours au début, en fait, de celles qui veulent commencer leur chemin, leur cheminement de guérison. Commencer avec l'écriture. Pour moi, ça a été thérapeutique. Et la prochaine étape, c'est d'écrire une lettre à sa petite fille intérieure. Donc ça, c'est après. Mais on commence par la lettre à son père. Et puis, on est à l'écoute, en fait. On est à l'écoute de ce qui ressort, de ce qui jaillit de nous. On pleure quand on en a besoin. Certaines personnes ont du mal à écrire, alors je demande d'enregistrer des notes vocales sur son téléphone. Ça aussi, c'est bien. Ça aide. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour celles qui se sentent appelées à commencer leur cheminement de guérison. Waouh, super. Franchement, c'est... Ouais, t'es une vraie guérisseuse. J'en doutais pas avant, hein, mais ça... Non, oui, clairement. Non, c'est top. Franchement, merci infiniment pour le travail que tu fais, pour toutes ces femmes, pour toutes nos sœurs, pour nous, en fait. Parce que c'est une chose de guérir et c'est une autre d'avoir le courage ensuite d'aller aider d'autres personnes. Et souvent, en fait, on devient un peu la personne qu'on aurait voulu avoir au moment où on est dans la galère. Donc, en tout cas, merci infiniment. Moi, j'ai en tête pas mal de personnes que ça va aider, en fait. Je le sais. Et on a besoin de guérison. Beaucoup, 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 beaucoup pour pouvoir ensuite bien ouvrir le cœur et donner et recevoir de manière plus fluide. Donc, merci infiniment pour ton travail. Franchement... Yeah. On fait drop the mic. Drop the mic. Non, merci à toi. Et quelque chose que tu as dit qui a résonné et que je vais répéter et que je me répète souvent, be who you needed when you were younger. Donc, vraiment, ce que tu as dit, être celle dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune. Cette personne qui allait me dire, écoute, ça va aller, tu vas guérir, tu vas traverser cette épreuve, qui va me tenir la main. Et c'est comme ça qu'on brise le cycle, en fait. Parce que c'est tout ce qui nous arrive pour une raison. Parfois, on ne comprend pas au début, mais c'est souvent lié à notre propre chemin de vie. Les personnes qui vont venir vers toi sont les personnes qui ont besoin de ton expérience, qui ont besoin de la guérison que tu vas leur apporter. Et chacun a ça en soi, en fait. Donc, c'est ce que je peux rajouter pour la fin. En tout cas, n'hésite pas à aller... regardez et geeker sur Andrea, elle a un site internet, donc c'est Anne et Ellie. Anne-Elie Apothecary, donc ça c'est pour la partie physique, donc de vraiment, bon c'est holistique, donc tout ce qui est le corps, mais aussi les émotions. Pour celles qui sont intéressées par des méthodes de guérison naturelles, holistiques du corps, particulièrement les femmes, les personnes avec des utérus, parce que c'est spécifique vraiment à la santé reproductive et tout ça. Maintenant, j'ai également des ateliers Letter to My Father que je vais, je pense, rendre
digitales vu la situation en ligne. Parce que je les faisais en présentiel, c'était vraiment des expériences assez transformatrices que je vais en faire des ateliers virtuels dans les prochaines semaines ou mois à venir, donc pour pouvoir apporter des ressources à toutes les personnes qui en ont besoin. Ouais, bah en tout cas, n'hésitez pas à, si vous sentez que c'est quelque chose pour vous, n'ayez pas peur en fait. Ou en tout cas, sentez la peur et faites-le quand même parce que ça ne peut en être que bénéfique pour vous libérer et pour juste vous aligner un peu plus vers qui vous avez envie d'être en tant que femme et aussi pour juste rayonner quelque chose de différent et casser les cycles parce qu'on est tous sur des cycles répétitifs comme ça. Et l'idée, c'est d'arriver à les identifier et à les détourner. Et c'est aussi ça le jeu de la vie, j'ai l'impression. Donc, Andrea, si vous avez besoin d'aide, elle est là pour ça. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et pour ceux qui veulent suivre la suite de notre conversation, on continue en anglais dans l'épisode juste en dessous. Donc, n'hésitez pas. En attendant, merci beaucoup et à très vite. Prenez soin de vous. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.